Salut tout le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'île de Pâques. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec les motos et l'île de Pâques? C'est un petit peu pourquoi on est aussi en orange en arrière, c'est que je veux vous parler de KTM. Qu'est-ce qui se passe actuellement à KTM? C'est pas très drôle, ils sont à une étape avant de devoir déclarer faillite, c'est-à-dire qu'ils sont en restructuration financière importante. On leur a permis de s'auto-gérer dans la restructuration financière. Puis on va voir un petit peu dans cette vidéo-là qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi ils sont rendus là. Pourquoi c'est un rapport avec l'île de Pâques? C'est parce que je pense qu'il y a un beau parallèle à faire entre ce qui leur arrive et ce qui est arrivé aux habitants de l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est souvent cité comme une civilisation qui a eu une période de 1000 ans dans laquelle elle a vécu en prospérité, puis à un moment donné, ils ont épuisé leurs ressources, notamment les forêts, pour se créer des statues qu'on appelle des moai qui sont sur l'île en ce moment. Donc, cette surexploitation-là, elle a conduit à une espèce de désastre écologique, puis après ça, il y a eu un désastre social, puis après ça, ça a été la chute de la société qui avait entretenu pendant plus de 1000 ans. Puis ça fait longtemps que KTM existe, ça fait 30 ans. 30 ans en affaires, c'est comme 1000 ans dans l'histoire humaine. Donc, ça fait 30 ans qu'ils sont en affaires. Ça fait 30 ans que le groupe Pierce gère KTM. On va parler maintenant de ce qui s'est passé vraiment et on va essayer de voir les facteurs qui ont influencé la chute actuelle de KTM. Donc, premièrement, il y a la surproduction. Ça, c'est vraiment le point numéro 1, le point le plus important dans ce qui arrive, c'est cette surproduction-là. KTM produit en moyenne 360 000 motos par année, mettons. Donc, sur ces 360 000 motos-là, cette année, on en a fait 130 000 de trop. Au dire de KTM, pour leur défense, eux, ce qui avance, c'est on a vraiment pensé que le marché était en pleine effervescence, fait qu'on a construit beaucoup de motos, mais la réalité du marché, ça semble pas être ça. Donc, on a déjà une discordance entre le discours de l'entreprise puis ce qui se passe réellement sur le terrain. 130 millions de profits, ça peut sembler quand même bien. J'aimerais quand même les avoir, moi, ces 130 millions-là, mais c'est pas beaucoup. Parce que quand on regarde que la dette l'année passée du Pierce Group était de 1 milliard, à chaque fois qu'on augmente le taux d'intérêt de 1% sur une dette d'1 milliard, on augmente le paiement de la dette de 30 millions. Donc, si je fais juste 150 millions de profit, je n'ai pas besoin d'augmenter beaucoup de pourcents pour plus être capable de payer ma dette. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Et ça, c'est le deuxième point qui a causé la situation actuelle chez KTM, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Il a créé vraiment une pression sur l'entreprise pour être capable d'arriver juste à payer ses dettes. Et ce qu'on a appris dans les dernières semaines, c'est que le Pierce Group, qui avait une dette de 1 milliard l'année passée, est rendu avec une dette de 3 milliards. Un deuxième point qui montre une faiblesse au niveau de la gestion, puis je ne comprends pas cette faiblesse-là puisque ça fait 30 ans qu'ils gèrent l'entreprise. Il y a le faible taux de profit, donc je vous disais, c'est 5% selon les chiffres officiels. Dans la vraie vie, d'après moi, ça tourne plus autour de 0 parce que bénéfice net avant dette et impôts, c'est 130 millions. Fait qu'on peut se dire que le service de la dette vient éponger ça, puis il ne reste aucun revenu à l'entreprise. La concurrence aussi, elle a changé ces dernières années. Plusieurs autres compagnies qui s'est lancées dans le même segment que KTM, puis qui fait des motos à meilleur prix que KTM. Un autre point que les gens parlent beaucoup aussi, c'est la fiabilité mécanique de KTM. Vous avez juste à chercher un petit peu les vidéos YouTube et tout ça, vous allez vous rendre compte que KTM a eu des problèmes avec la tête de ses moteurs, notamment les cams qui s'usaient après à peu près 10 000 km, ce qui est vraiment pas normal. Mais en tant que tel, je crois pas que ce soit quelque chose qui a vraiment... Je crois que c'est quelque chose qui a entaché la marque, mais ça l'a pas entraîné de grosses conséquences financières. En tout cas, à côté des autres défis financiers qui sont présentés, je pense que vous comprenez que
le fait que la marque perde un peu de son prestige, je ne crois pas que c'est quelque chose qui était ingérable. C'est juste que là, il y a eu la tempête parfaite où tout est arrivé en même temps. Puis là, ben, c'est une goutte d'eau de plus dans le vase qui déborde déjà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec KTM? Donc, actuellement, dans les dernières semaines, KTM a annoncé qu'il allait diminuer, en fait, il allait stopper, ils ont déjà annoncé qu'ils avaient stoppé la production en 2024. Malheureusement, ils vont la stopper aussi pour une partie de l'année 2025. Donc, le fait de voir, ils viennent juste de l'annoncer, le fait qu'ils vont stopper la production pour 2025, ben, c'est une indication comme lesquels les resserrements ne sont pas finis, puis il va en avoir encore d'autres. Ils ont annoncé qu'ils allaient continuer de s'impliquer dans le sport automobile au niveau sport motorisé. Donc, on continue de s'intéresser au sport motorisé. Par contre, ils ont déjà commencé à faire des coupures. Donc, même si on peut continuer à s'intéresser au sport motorisé, mais on ne deviendra pas plus performant, ça c'est certain. Actuellement, ils ont 90 jours pour remettre ça en ordre. Donc, pour l'aider dans son entreprise de restructuration, le président de Pierce Mobility a engagé un nouveau bras droit qui est un co-chef d'entreprise. Il s'appelle Gottfried Neumeister. Puis ce gars-là, pour moi, il n'a pas l'expérience requise pour être capable de restructurer une entreprise aussi grosse que ça dans un délai aussi court. Donc, je ne sais pas dans quel but il a accepté ce mandat-là, mais c'est vraiment un gros défi qu'il va avoir à faire. Puis si je regarde son expérience, même s'il a travaillé chez Siemens pendant un bout de temps, même s'il a travaillé sur une compagnie d'aviation pendant un bout de temps, sa plus grosse coopération dans les modèles d'entreprise, ça a été une entreprise qui gérait beaucoup moins d'argent que Pierce Mobility. Donc, d'après moi, ça risque d'être un petit peu difficile pour lui en 3 mois d'aider à redresser l'entreprise. Puis vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont super optimistes et en contrôle. Together with my co-CEO Gottfried, we continue to inspire millions of KTM riders around the world. And we're convinced that together we can overcome this phase with the same passion that has made us successful in the past. Est-ce que KTM va mourir? Ça me surprendrait énormément parce que ces compagnies-là, ce qui arrive, c'est comme Harley-Davidson dans le temps qui ont eu beaucoup de problèmes dans les années 80, ben, ils sont souvent rachetés. Les vautours, ça se nourrit d'animaux morts, donc ils vont attendre que la compagnie soit vraiment morte avant d'aller réinvestir dedans. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme de quoi Red Bull pourrait peut-être s'associer avec KTM, parce que Red Bull et KTM, c'est toujours un partnership qui est très, très serré. Mais Red Bull a démenti, a dit que non, il n'était pas intéressé du tout, finalement, à acheter KTM. On peut regarder ce qui s'est passé historiquement quand des entreprises ont traversé le même genre de crise que KTM actuellement. Donc, si je regarde, Harley-Davidson, dans les années 80, ils ont subi une crise majeure à cause de l'entrée, justement, des motos japonaises et de leur plus grande fiabilité dans le marché. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été rachetés en 81 par un groupe de financiers qui a réussi à redresser les problèmes de production pour avoir une meilleure qualité et justement remettre la marque sur les roues. Ducati, dans les années 90, a connu des difficultés financières aussi avant d'être racheté par un fonds d'investissement Texas Pacific en 96. Et il y a eu une modernisation de la production, un petit peu d'expansion de gamme, puis un retour en force sur le marché mondial qui a permis, encore une fois, de sauver l'entreprise. Aussi, il y a plusieurs compagnies de motos qui ont été acquises par une compagnie plus grande. On note Triumph en 83. Elle a fait faillite dans les années 80, puis elle a été rachetée par John Bloor, qui a modernisé toutes les usines, puis a relancé la marque avec succès, parce qu'actuellement, Triumph connaît un bon succès. Il y a eu Husqvarna aussi en 2013, après plusieurs difficultés, a été racheté par KTM, justement en 2013. Ils ont réussi à la repositionner sur le marché, vraiment plus moto tout-terrain légère, puis ça a vraiment donné de bons résultats. Même si c'est Pierce Mobility qui détient Husqvarna,
ça ne veut pas dire que c'est une grande partie de leur chiffre d'affaires, parce que 95% du chiffre d'affaires de Pierce Mobility vient de KTM. Il y a eu aussi des entreprises qui ont complètement disparu dans le domaine de la moto. Donc, BSA, dans les années 70, ils n'ont pas su faire face à la concurrence japonaise, puis ils ont vraiment fait une faillite. Ils ont été intégrés partiellement là, par Triumph là, avant de disparaître complètement. Puis c'est drôle de BSA parce que justement, ils sont en train de faire un retour sur le marché, mais dans les années 70, ça a complètement disparu. Il y a une autre compagnie de moto, Norton, dans les années 2020, après plus de 10 ans en difficultés financières, tentatives de relance, ils ont déclaré faillite en 2020. Ils ont été repris par TVS Motor, puis sont actuellement en train de relancer la marque, mais c'est très difficile pour eux autres aussi. Il y a eu aussi des entreprises qui se sont reconcentrées sur des marchés plus nichés, notamment Royal Enfield, qu'on commence à entendre plus parler. Dans les années 90, Royal Enfield, ils se sont vraiment relancés là, dans les types moto rétro. Puis la marque aujourd'hui, c'est une des marques les plus rentables. Fait qu'ils ont réussi à bien resserrer leurs finances à ce niveau-là. Maintenant, on revient au parallèle avec l'île de Pâques. Qu'est-ce qui va se passer avec KTM? Est-ce qu'ils vont faire comme à l'île de Pâques, c'est-à-dire se révolter, faire la guerre et finir par s'auto-détruire, ou ils vont essayer de trouver des solutions novatrices à leurs problèmes? Je pense que ça va être vraiment difficile pour eux de s'en sortir sans se faire racheter par un autre groupe. Et je ne pense pas qu'il y a un autre groupe qui va se présenter avant qu'ils déclarent vraiment faillite. Donc, d'après moi, ils vont réussir. KTM va continuer à exister comme marque de moto, à risque fortement de changer de propriétaire parce que les conditions actuelles ne permettront peut-être pas, c'est peut-être trop peu, trop tard, peut-être que comme sur l'île de Pâques, à un moment donné, il ne restait plus de ressources et on n'était plus capable de rien faire. Donc, c'est peut-être un petit peu ça là, qui va se passer avec KTM, mais ça ne veut pas dire non plus que tout est fini. Je pense qu'il y a des gens qui vont se ramener et qui vont racheter KTM.